La création, c'est un drôle de truc, hein. Je crois qu'on ne se voit pas quand on est en action. Le véritable travail de création, c'est une affaire de lâcher prise. Dans ce type de création, j'entends bien sûr. Un comédien, il est obligé de se lâcher devant un public. Il donne vers l'extérieur, et moi, je vais chercher à l'intérieur. Un an après la publication de son album Bug, Enki Bilal travaille à la création du deuxième volet. L'histoire se situe en 2041. Le monde est paralysé par une gigantesque panne informatique, provoquant un chaos monstre. Alors, bon, là, je suis face à un ordinateur, donc je voudrais qu'il n'y ait pas de méprise, hein. Je ne dessine pas sur ordinateur, je n'ai pas de tablette, enfin bon, bref, tout ça est fait à la main. L'ordinateur me sert juste à monter l'histoire. Je fais le montage, j'écris également directement, j'insère les bulles, en tout cas les phylactères. Donc voilà, c'est un chantier, hein, c'est un chantier de l'histoire du deuxième volet de Bug. Et alors là, par exemple, nous avons une page, c'est la retrouvaille de Hob, le personnage principal, et de Gemma, le personnage principal aussi. Ici, vous avez un crayonné, c'est la mise en place de l'image telle que je l'imagine. Entre-temps, j'ai fait en peinture l'image que vous voyez ici, donc je vais la voir, on la voit ici, voilà. Donc voilà, Gemma, Hob, et puis le vieux Bonifazio, qui est un Corse, comme son nom l'indique. Ce que je peux faire, par exemple, sur cette image, je peux éventuellement la densifier un peu, voilà, c'est trop, voilà, je peux jouer là-dessus. Qu'est-ce que je peux faire aussi? Désaturer aussi, parfois, c'est intéressant. Voilà, donc ça, c'est quelque chose qui se monte. Le montage se fait ici, mais le dessin se fait à côté, là-bas. La peinture aussi. Donc je fais très souvent des allers-retours. Et parfois, un dessin qui est fait là-bas, j'ai besoin de voir comment il se placera dans la double page, par exemple. Donc je reviens ici très souvent avec mon petit dessin à la main et je regarde si ça fonctionne. Voilà. Enki Bilal explore le temps depuis plus de 40 ans. Entre mémoire et transmission, il dessine le passé et esquisse le futur. Sans mémoire, pas de futur. C'est parti comme ça, du crayonné de base, c'est ça, c'est un croquis. Il est assez jeté celui-là, on voit bien le baiser, donc je ne sais pas dans quel sens on va le faire. Et puis le résultat final, c'est ça, voilà. Voilà, le petit dessin qui est devenu grand et en couleur. Donc on voit que les choses ont changé, que les personnages ont changé. C'est la starlette romaine qui est en lévitation, en suspension au-dessus de Rome, qui est bloquée donc par le bug. Un accident comme rarissime, mais ça arrive. Et donc, on lui a installé tout un système de survie. Et là, en fait, comme elle est bloquée là-haut, elle a fini par se marier. C'est peint, c'est travaillé. Là, c'est pas fini, évidemment. Je vais avoir un peu de travail dessus encore. Donc, technique mixte là-dessus, c'est évidemment de l'acrylique, des pastels, un peu de gouache de temps en temps, parce que la gouache mélangée à l'acrylique, c'est assez intéressant aussi, pour des couleurs notamment, pour des nuances. Et puis voilà, c'est ça qui ensuite est scanné et ensuite monté sur l'ordinateur.
Il y a des personnes qui ont été influencées par des illustrateurs, des peintres et compagnie, et tout d'un coup, ils arrivent, ils imposent un monde nouveau. Le monde d'Enki, c'est à la fois sa vision, comme nous tous d'ailleurs, genre de science-fiction, sur le futur possible, mais avec une technique, un univers de touches, de peinture, de regard et autres, qui fait que la chose continue. Et ça, c'est quelque chose d'admirable. Et là, nous sommes devant une page blanche, et sur cette page blanche, nous inventons un monde. Bug, en français, se dit d'un défaut affectant un programme informatique. En anglais, se dit d'un insecte, d'une bestiole, d'un virus. Bug, c'est une idée qui s'est imposée à moi, je ne sais pas comment, hein, sans doute peut-être parce qu'on baigne tous trop dans le numérique. On est devenus des esclaves de nos iPhones, de nos tablettes et de nos ordinateurs. Je ne sais pas quand, mais comment, mais je me suis dit, mais si on en était privé de tous ces outils qu'on nous a imposés et auxquels on s'est attaché de manière presque trop déraisonnable. Et c'est comme ça que c'est parti, voilà. Tout disparaît d'un coup. Et tout ce qui a disparu arrive dans le cerveau d'un seul homme. Ça donne un côté fable qui me convient aussi. Ça veut dire que c'est un récit qui est libre. Je ne suis pas tenu d'expliquer pourquoi ni comment. Et voilà, c'est comme ça que le tome 1 est né, avec l'idée d'en faire un second. Le second étant... Je suis en train de le terminer. Et il y en aura forcément au moins un troisième. Dans le premier volet de Bug, Cameron Hobb, unique survivant d'une mission sur Mars, découvre progressivement que son cerveau a accès à toutes les données du monde. Porteur d'un parasite extraterrestre et marqué au visage d'une tache bleue qui ne cesse de s'agrandir, il cherche désespérément à revenir sur la Terre pour retrouver sa fille, Gemma. Et voilà, l'image est là. Donc là, je vais affiner le cadrage. C'est pas mal aussi comme ça, hein, c'est intéressant. Mais on va faire mieux. Voilà, on a l'image là pratiquement placée. Là, voilà, en fait, je suis maître de tout, j'ai pas d'assistant, je fais tout seul. Vraiment, c'est un truc d'artiste et d'artisan en même temps. Mais la liberté est absolument totale. Et il faut pas tomber dans la facilité en se disant je peux tout montrer, donc je vais faire de l'esbrouf graphique. C'est inutile. Chaque histoire nécessite un type de récit. Et le récit de Bug, d'ailleurs, par rapport à mes anciens albums précédents, est un récit beaucoup plus réaliste, donc qui nécessite une plus grande sobriété. Une efficacité. Donc on est dans quelque chose qui est moins spectaculaire graphiquement, mais qui est plus efficace scénaristiquement. Ce qui est intéressant dans le travail d'Enki Bilal, c'est que on a affaire, bien sûr, à un véritable auteur, ça je crois que tout le monde s'en est aperçu, mais on a affaire aussi à une véritable œuvre. C'est vraiment tout à fait étonnant de voir comment il installe des milieux, n'est-ce pas? Il crée des ambiances. Et puis donc, on voit, donc bien sûr, dans la narration, dans le découpage, dans la mise en scène, comme ça, l'évolution de son style aussi, hein, qui est vraiment tout à fait caractéristique. Et par exemple, on a ici un original, justement, que voici, hein, que ce n'est plus un dessin qui est fait avec d'abord un crayonné, n'est-ce pas? Et puis ensuite, on reprend avec une plume et de l'encre de Chine, et puis après, on met de la couleur. Là, c'est directement crayonné avec de la mine de plomb ou du fusain, on pourrait presque dire même de premier jet. Donc on voit que Bilal a pensé non pas par planche, non pas par ensemble, mais par cases indépendantes. Ce qui est très important, c'est de voir à quel point Bilal se libère en quelque sorte de toutes les conventions, on pourrait dire même de toutes les contraintes finalement, qui sont celles de la bande dessinée, et privilégie vraiment le dessin, privilégie la création artistique proprement dite.
Enki Bilal réalise ses premières toiles en 1994 avec la série Bleu Sang. Il revient à la peinture avec une nouvelle série qu'il intitule Oxymore. C'est les trois sœurs. Vague inspiration tchécovienne, peut-être, j'en sais rien. Mais je l'ai un peu apporté parce que je voulais, en fin de compte, avoir une toile à commencer vraiment. Voilà, ça va être bon. Voilà, voilà l'après. Quand on regarde tout le travail de Bilal, qu'il est vraiment axé son travail à aller vraiment que vers agrandir le cadre, aller vers la peinture et retrouver le chemin vers la peinture. Je pense que si Bilal était né 100 ans avant, il n'aurait jamais fait de la bande dessinée, il aurait fait de la peinture directement. Mais il y avait quelque chose de tellement attractif et tellement sexy dans la bande dessinée, et puis surtout c'était un art tellement nouveau que ça devait être très excitant. À cette époque, moi je suis arrivé à un moment où la bande dessinée était déjà vraiment bien aboutie, quoi. Eux, ils ont participé à tout ça. Donc je comprends qu'aujourd'hui, quand je vois le travail de Bilal, il fait juste que de grandes cases horizontales et tout, il cherche juste à retrouver de la peinture. Oxymore, mot d'origine grecque qui désigne le rapprochement inattendu de deux termes ou idées que tout semble pourtant opposer. Une alliance de contraires qui permet d'exprimer ce qui n'est pas concevable, tout en laissant libre cours à l'imagination. J'aime bien dans la manière que j'ai eue d'évoluer, c'est que je suis parti des Beaux-Arts au bout de 3 mois. Alors évidemment, il y a plein de techniques que je n'ai pas apprises, mais en même temps, je les découvrais au fur et à mesure que j'en éprouvais le besoin. J'éprouvais le besoin d'évoluer, donc je découvrais les choses moi-même. J'ai commencé par une ligne claire aussi, par du dessin au trait à l'encre de Chine classique. Mais à un moment donné, j'ai commencé à travailler sur des volumes. C'est ça qui commençait à m'intéresser. Et pas mal influencé par Gustave Doré. Hein. C'était quand même les graveurs que j'ai énormément regardé. Et finalement, ce travail de la hachure, qui finissait par produire des volumes, a débouché sur l'envie de peindre. C'est-à-dire que j'étais vraiment un dessinateur qui avait renoncé très très vite à cerner, à faire du dessin cerné, pour essayer de travailler le volume dans la matière. Et avant d'arriver à la peinture, j'ai travaillé la hachure, qui est en fait l'équivalent, mais en noir et blanc, et en termes de gravure. Un jour est arrivé Enki à Pilote, mais c'était merveilleux. Il a amené quelque chose d'autre, un plus. Dans ce métier de fou, ce qui est incroyable, c'est que à chaque fois, on se dit, bon, ça y est, moi j'ai mon carton, là je suis tranquille, j'ai inventé un système à la con, tout va bien. Puis un autre arrive, il propose autre chose. Et cette autre chose ne doit pas être refusée. Il amène une quintessence, une intelligence, une nouveauté graphique. Et donc nous nous sommes connus à l'époque, c'est con, on y est devenus copains. Pilote, c'est un hebdomadaire de bande dessinée, au même titre que Tintin et Spirou. Et par Pilote sont passés les plus grands des dessinateurs francophones. C'est vraiment les années 70, ça a été sous la direction de René Goscinny. Donc Pilote a été un véritable vivier de talents, d'artistes, Tardy, Druyet, Giraud, Mobius, Mézières, Christin, enfin, beaucoup d'autres. Jusqu'au moment où, au milieu des années 70, Pilote a implosé, a essaimé comme ça des espèces de dissidences. L'écho des savanes, Métal hurlant. Voilà, la bande dessinée à ce moment-là prenait vraiment ces airs de moyens d'expression adultes. Mais tout ça, ça vient de Pilote en grande partie. Ces gens qui sont arrivés dans la bande dessinée et qui étaient vraiment des illustrateurs purs, quoi, c'était vraiment des dessinateurs purs et des illustrateurs purs, ce qui fait que parfois, eux, le sens ne passait pas forcément par le dessin, la narration, ou tout ça ne passait pas forcément par le dessin, c'était vraiment l'émotion pure qui passait par le dessin. Aujourd'hui, le dessin est beaucoup plus porteur de narration, il aide à la conduite de la lecture et tout ça. À cette époque-là, non, même quand j'imagine Druyet, toute la clique Métal hurlant, c'est quand même balèze d'arriver à comprendre quoi que ce soit à ce qu'il pouvait raconter. Le message d'Enki a été immédiatement reçu. Il amenait quelque part sur la pyramide de la bande dessinée, et il y en aura d'autres après nous,
il a amené une œuvre essentielle. Lorsque je peins des visages, lorsque je dessine des visages, c'est quand même souvent et toujours le regard, le point de départ. Oui, j'ai peut-être besoin d'être appâté par le regard de celui auquel je suis confronté. C'est une confrontation un peu, de toute façon. Les personnages ont souvent les yeux pas cernés, mais marqués aussi, parce que ça aussi, je trouve ça émouvant, moi. Je suis complètement émue par la profondeur des regards chez Enki Bilal. C'est un peu ce que j'appelle chez lui des iris abyss. C'est-à-dire que le regard, c'est pas du tout quelque chose de surface. Vraiment, on a l'impression qu'on plonge comme ça dans l'âme de l'individu. En fait, moi, j'écris à partir de ça. J'écris à partir de cette émotion, à partir de ce regard. Ingrid Astier, c'est une romancière très, très particulière parce qu'elle a l'art de se fondre dans le milieu qu'elle veut dépeindre, de le vivre littéralement. Et c'est comme ça qu'elle m'a contacté en me disant « Est-ce que tu accepterais d'être un personnage de mon prochain roman, Haute Voltige ?» Alors j'étais évidemment très, très flatté, en même temps un peu inquiet, la connaissant. C'est une idée qui est venue très naturellement parce que je me suis inspirée d'un fait divers au début, mais de façon très très libre. C'était la personne qui avait volé le musée d'art moderne de Paris. Et en fait, moi je me suis demandé si j'étais dans la peau de ce Montanlert, qu'est-ce que j'aurais envie de voler? Et la réponse, elle a été immédiate, elle a été évidente, c'était des œuvres d'Enki Bilal. Dans Haute Voltige, il y a toute une scène où le Montanlert en fait, se rend dans l'atelier d'Enki Bilal. Et ça avait été travaillé également en suivant Enki Bilal dans son atelier. Donc j'ai pu vraiment me glisser dans sa peau. Il y a eu cette sorte de migration dans la peau du personnage. Alors, oxymore, le mot, je l'aime beaucoup et j'aime beaucoup ce qu'il signifie. Donc, c'est un trouble des sens. Je trouve qu'oxymore, ça provoque comme une espèce de désarroi. On se dit, qu'est-ce que ça veut dire, quoi? Froid équateur, c'est quoi? C'était ces oppositions comme ça en deux termes. Et je l'ai choisi simplement parce que je pense que le rôle de la peinture, c'est de produire des effets comme ça. Je veux dire, quand on regarde un tableau, il n'y a pas d'explication à donner. C'est un terme générique presque que je pourrais mettre à toute ma peinture. Et là, l'exposition de New York, c'est une façon de montrer mon travail de l'autre côté de l'Atlantique, même si je suis connu, mais ce travail de peinture, c'était une opportunité. Et voilà, c'est un bon souvenir, un beau souvenir. Ce que j'aimerais dire simplement, c'est que, ça va vous paraître sans doute bizarre, mais ce travail, je ne l'estime pas terminé en fin de compte. Et ce qui est extraordinaire, c'est d'exposer dans un lieu en plus aussi magnifique et de
d'être confronté à son propre travail comme une espèce de critique. Là, je suis en train de découvrir ce travail sorti de l'atelier, avec un recul différent, avec une lumière différente. Et l'itinéraire de cette exposition, donc, qui commence ici, et je suis très très heureux que ce soit à New York, l'itinéraire va me permettre d'aller au-delà de ce qui est ici. Voilà. Et ça, c'est excitant aussi. C'est-à-dire qu'une peinture ne doit jamais être terminée, je crois. Et je ferai en sorte qu'elle ne soit pas terminée à la fin de ce processus. Je considère qu'un tableau ne doit jamais être terminé. Je veux dire, à partir du moment où on franchit un certain cap, on bascule dans quelque chose qui ferme le tableau, et il faut que le tableau reste ouvert. Donc là, j'ai repassé une petite couche simplement parce que j'avais une frustration. Par exemple, un artiste dont j'admire justement l'art de s'arrêter, c'est Basquiat. Basquiat, par exemple, ces tableaux, on se dit c'est jamais achevé, c'est un truc qui est en cours. Voilà. Se remémorer ces tableaux, ça donne un sens de la liberté et ça produit quelque chose de dynamique et de très positif. Voilà. C'est comme ça que je le ressens. Toute la mémoire informatique du monde est détenue dans un unique cerveau, celui de Cameron Hobb. Son rapatriement sur Terre est devenu un enjeu planétaire. Mais pour lui, la priorité est de retrouver sa fille Gemma, kidnappée par des mafieux. Donc ça, c'est un lieu qui est évidemment totalement dénumérisé après le bug, dans lequel Hobb et Junia vont faire halte pour essayer de trouver du carburant. Et ils se rendent compte que ce lieu est habité par un groupe de néo-communistes qui veulent insuffler l'idée d'un marxisme qui pourrait ne pas commettre les erreurs commises le siècle précédent. Donc voilà, il y a toute une série d'actions, d'axes comme ça qui s'ouvrent. C'est assez intéressant à développer parce qu'on se pose la question, moi je me pose la question évidemment de ce que serait un avenir où on serait amené à repartir pratiquement de zéro sur le plan scientifique. C'est intéressant comme questionnement. Et alors là, par exemple, la tache bleue. Junia, son idée, c'est toute simple. Elle va essayer de trouver un magasin de cosmétiques en disant on va se mettre du fond de teint pour cacher la tache bleue. Et alors, c'est ce qu'elle fait. Elle a trouvé du fond de teint et elle l'en met sur le visage de Hobb. Le problème, c'est que la tache, elle absorbe le fond de teint et le bleu reste. Voilà. Donc ça, il y aura une explication aussi. Je ne sais pas laquelle, mais je vais la trouver. Enki Bilal arrive à Paris à l'âge de 10 ans pour retrouver son père parti 5 ans plus tôt. Le dessin va très vite devenir un refuge et la langue française qu'il découvre, un moyen de raconter des histoires. De son enfance à Belgrade, en ex-Yougoslavie, au début des années 50, il garde le souvenir d'une ville lacérée par la violence de la guerre. Une image qui restera graphiquement et plastiquement comme une matière mystérieuse et insidieuse. Notamment, ce qu'a voulu représenter Bilal à un certain moment, c'est la décrépitude, hein, c'est l'abandon. Quand il représente justement des villes, c'est une ville en ruine, c'est une ville en décomposition. Il y a effectivement chez Bilal cette poésie de la misère, cette poésie de la décrépitude, cette poésie du chaos aussi, hein, qui débouche sur un certain désespoir. C'est une vision sombre quand même. Hein. J'ai l'impression d'avoir beaucoup donné dans les ruines et en fin de compte, pourquoi? C'est parce que je suis né dedans et avec, finalement. Et elles font partie de ma vie, au sens... moi, je les trouvais belles, les ruines, les murs lépreux de Belgrade, avec les impacts de balles. J'étais gamin, je trouvais ça esthétique, je trouvais ça assez beau. Et en même temps, ça tombait bien, parce que Tito était très fier que les enfants trouvent ça beau. Parce que, quelque part, ça le confortait, lui, dans l'idée qu'effectivement, il fallait qu'il continue à tenir son pays
en jouant sur son culte, sur le culte de la personnalité. Si ses premiers albums sont tournés vers la science-fiction, Enki Bilal évolue rapidement dans une veine beaucoup plus historique et politique. Les souvenirs de son enfance passée dans la Yougoslavie de Tito l'amènent à traiter de l'éclatement du bloc communiste bien avant la chute du mur de Berlin. Dans l'album Partie de chasse, qu'il signe avec le scénariste Pierre Christin, il met en scène le déclin de l'Union soviétique en illustrant un meurtre commis lors d'une chasse à l'ours organisée par un dignitaire communiste. Il faut tenir les pièces. Ouais. C'est incroyable, un alien. Voilà. Je vais accentuer un peu les blessures là. J'avais aussi, comment j'avais fait un truc un peu... Oui, alors c'était pour enlever ça, cette partie-là, cette masse. Voilà. Là, on a peut-être carrément intérêt à partir avec un outil plus grand, tu vois, à gratter. Et puis C'est tu chaud te quand même. Oui, tu peux le chauffer. Séverine, c'est une sculptrice, mais très... J'étais très, très touché par son travail. Ces oiseaux, une fragilité, en même temps une fermeté dans l'exécution. Il y a quelque chose d'imparable, élégant et fort en même temps. Et alors, je me suis demandé comment un ours, puisqu'on était parti sur l'idée de l'ours, qui est devenu URS, URS, comment elle allait le traiter, donc, parce qu'il y a son traitement qui compte aussi. Donc on a travaillé vraiment à deux là-dessus, toutes les étapes. Elle m'a fait découvrir le monde de la sculpture et ça c'est très important. Et donc elle a fait un traitement elle a mis des plumes à l'ours au début. Je me suis dit mais c'est quoi ces plumes? Et je lui ai dit non, tu ne touches pas, c'est super. Alors je suis intervenu dessus, donc j'ai lissé certaines choses, j'ai rajouté d'autres éléments. Et là l'animal a commencé à prendre vraiment sa dimension et sa dimension géopolitique, parce que j'ai intégré évidemment l'étoile rouge dans le dos et la faucille et le marteau renversé. On était dans l'idée un peu que ce soit plus foncé en bas et que ça se dégage, que ça s'allège. Mais là, il est en train de faire quoi là? Il est en train de mettre du doré là. Il y a du jaune, non? Non, il remonte sur les verts. On est sur de l'oxyde, ouais. En fait, il est riche en histoire. Ouais, il y a beaucoup de choses. C'est aussi parce que tu y as mis beaucoup de choses. Mais même c'est vrai même les symboles, ils sont pris dans un langage qui est le tien. C'est-à-dire le traitement des plumes et tout ça, ça lui va vachement bien. Hein. Alors moi, je l'ai maltraité, parce que je lui ai fait évidemment passer un sale quart d'heure, parce que c'est quasiment un siècle, en fait, le communisme, entre 17 et la chute du mur. C'est un peu la mémoire, je dirais, de cette énorme entreprise qui a failli, d'où peut-être ce marteau renversé, avec la faucille, et puis l'étoile derrière. Oui, ça, c'est les épreuves du temps, la violence de l'époque, les affrontements internes, externes, les contradictions du communisme. Il y en a eu énormément et ça laisse des traces, évidemment. Il est bien. Voilà, le jeune homme. Enki a l'expression de la bande dessinée, mais il y a aussi... Je développe un univers autour de ce monde que j'ai créé. Et là, c'est pour cela, en dehors de notre amitié, bien entendu, que nous sommes tout à fait en phase totale. Il fait de la sculpture, il fait de la peinture, il fait de l'illustration, il fait de la bande dessinée, il fait des films. Voilà l'homme, l'artiste qui représente très exactement le monde dans lequel nous sommes. En imaginant les dérives auxquelles une trop grande dépendance au numérique pourrait aboutir, Enki Bilal interroge la question de la mémoire dans un monde en accélération
et évoque certains aspects d'un thème à la fois énigmatique et fascinant, celui de l'intelligence artificielle. Une invention extraordinaire qui aujourd'hui n'est plus de la science-fiction. Là, nous avons un couple. Alors, il faut deviner lequel est humain et lequel ne l'est pas. On se rend bien compte que finalement, lui, il lui manque un peu la moitié du corps à ce jeune homme. Mais la jeune femme a l'air contente de l'avoir quand même dans ses bras. C'est un dessin de couverture, c'est un dessin original fait pour Libération et pour un numéro spécial sur l'intelligence artificielle. C'est la deuxième année consécutive qu'ils font ça. Et moi, je suis chargé de représenter un peu visuellement ces évolutions de l'intelligence artificielle. Alors donc, en fait, tout ce qui passe aussi par l'esprit des mathématiciens aujourd'hui, Villani en tête et tous les autres, sert à fabriquer cet univers et à le rendre réel, avec évidemment toutes les interrogations que ça produit, hein, donc, y compris avec tous les dangers lorsqu'on joue à l'apprenti sorcier. Donc c'est une thématique excitante. Moi, il occupe pas mal mes récits. Alors, Cédric Villani, c'est un personnage hors norme. Et puis, je sais que lui-même, il est très fasciné, évidemment, par le proche avenir de la science, des mathématiques, et notamment de l'impact sur l'humain. Donc, l'homme augmenté, c'est quelque chose qui nous parle, peut-être à des degrés différents. Moi, peut-être davantage d'un point de vue imaginaire, lui, davantage d'un point de vue réalisable, pratique. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a une vision, une capacité à se projeter en tant qu'esprit libre vers les zones du futur qui m'intéressent. Donc c'est toujours intéressant d'entendre parler quelqu'un comme lui, et ça m'est apparu comme une évidence. Mais l'homme augmenté, c'est une réalité aujourd'hui. Ça commence aujourd'hui. Ça dépend de la définition de l'homme augmenté, mais on est déjà dans, disons... Le moindre implant est déjà une forme de... Oui, alors, on peut... Ça dépend du point de vue. Il y a le premier point de vue qui dit toute technologie est une augmentation, oui. Ça accroît nos possibilités, c'est quelque chose qu'on possède. Et depuis, l'écriture déjà était une augmentation de notre cerveau, de notre intelligence, et dont les conséquences ont été importantes aussi. Socrate mettait en garde contre le développement de l'écriture, et à l'époque où il a vu l'écriture se généraliser, en disant on n'en ressortira pas indemne, on y perdra en termes de faculté de se comprendre les uns les autres, en termes d'esprit critique, et de mémoire aussi, accessoirement. Et il avait raison. Mais ça a permis tant d'autres possibilités. Sur la tablette, sur l'iPhone, sur tout ça. Voilà, c'est déjà un prolongement du cerveau, d'une certaine façon. Notre cerveau, nos sens, et on n'en sortira pas indemne. C'est clair. Il y aura quelque chose qu'on va laisser. Gravement impacté même. On est déjà impacté et on n'avait pas idée de combien on serait impacté. Non, exact. Ouais. Et après arrive effectivement le débat sur ce qui va nous changer dans notre chair. Qu'est-ce qu'il va y avoir comme implant sur nos facultés même, qui va être un grand débat. Qui, je pense, dans un premier temps, va être surtout utile à des fins thérapeutiques. C'est pour ça que je suis moins inquiet. Ça, c'est l'aspect positif de la. C'est l'aspect positif. Effectivement, et du ça chantier. Va être soigner des épileptiques, aider des gens qui ont perdu la vue, et ainsi de suite. Si le dessinateur et scénariste imagine un monde futur numérisé à outrance, l'humain reste au centre de son récit. Enki Bilal dépeint l'impact d'un drame universel à échelle individuelle et modèle ses personnages en veillant à ce qu'ils incarnent des émotions fortes. Alors là, j'essaye, en fait, je suis en train d'essayer de créer un personnage. Alors c'est assez intéressant parce que c'est un personnage qui est destiné à devenir un peu l'amoureux de Gemma. Et le personnage que j'avais créé dans le premier volume, qui s'appelle Amine, était d'ailleurs destiné à devenir son amoureux, son protecteur. Je ne sais pas pourquoi ce physique m'a profondément déplu. Je me suis dit, je ne peux pas garder ce type-là avec Gemma tout au long du récit. Et j'en ai fait quelqu'un de plus intéressant d'ailleurs, puisque c'est devenu une espèce de... Pas de monstre, mais c'est ce type un peu truffé d'implants et qui est tout à fait imprévisible, qui est capable de tuer de manière extrêmement violente et de passer dans la seconde d'après dans quelque chose de très doux. Et donc c'est comme ça que je
garde dans l'idée, avant la fin du deuxième volume, d'intégrer un personnage qui sera un peu le protecteur de Gemma, qui est forte par ailleurs, qui protégera peut-être elle, lui, au bout d'un moment. Mais en tout cas, voilà. Donc je cherche ce sera évidemment un personnage plutôt jeune. Un reproche que je comprends, on me dit que mes personnages se ressemblent tous, etc. Ou se ressemblent. Ils font partie de la même famille, c'est un choix, c'est clair. Finalement, le premier à devoir et à vouloir être convaincu, c'est le créateur lui-même. Moi, j'ai besoin de retrouver mes personnages, j'ai besoin de les reconnaître, j'ai besoin de... Donc les femmes notamment, et les hommes aussi, mais ils ont en plus beaucoup de choses à voir ensemble. Les personnages féminins. Et j'aime bien que mes hommes et mes femmes se ressemblent aussi. J'aime bien le côté androgyne parfois. Ça fait partie aussi de mon style. Ils ont des visages qui sont parfois tellement durs, tellement poussés avec les pommettes, le menton et tout. C'est vraiment, tu leur coupes les cheveux, c'est des mecs, quoi. Même en plus, il y avait toute une époque, même je pense les parties de chasse, toutes les BD qu'ils faisaient à cette époque-là. Ils sont ultra androgynes à mort. Finalement, j'en avale une, puis une autre, rouges toutes les deux. Un peu d'eau sur les yeux, j'efface mes larmes bleues. Puis je m'enferme nue avec le scriptwalker dans la chambre de John. La chambre noire, sans l'ombre d'une lumière. Je commence à écrire. Il était une fois John et moi. Il y a des choses que je peux préciser sur le visage. Voilà, des choses qui vont remonter. Le pastel, c'est toujours intéressant. Quand il est gras, il a une espèce de... C'est suave, c'est salissant, mais c'est parfait. Je trouve ça sensuel. Voilà. Après, on remodèle les choses. C'est-à-dire que c'est du modelé en permanence. Tout dans ce type de dessin, on est en une espèce de recherche du volume. C'est pas figé, donc jusqu'au dernier moment, il y a des choses qui peuvent se passer dans les regards. Moi, j'adore dessiner des personnages. C'est vraiment mon truc. J'adore les personnages, les visages. Je suis pas spécialement un dessinateur de paysages. Ce sont des calques, vraiment, c'est la base même de tout mon travail. Tout ce qui est exposé ici a servi au déclenchement d'une image, ou d'un tableau, ou d'une illustration, d'une peinture, ou à l'élaboration d'une histoire, ce qui est le cas ici. On a des images animales. Ce qui est touchant dans cette exposition, c'est qu'elle... c'est l'origine du dessin pur, voilà. Et j'ai beaucoup de gens qui m'ont dit, mais ça nous fait plaisir de voir ça, parce que vos dessins, on les connaît, vos peintures, on les connaît, c'est tout voilà, il y a des couleurs, c'est présent, etc. Là, on a quelque chose de magique, on a l'impression d'être dans votre laboratoire, dans votre intimité, et c'est vrai, c'est exactement ça. Julia ne dormait pas. Je la rassure sur Rome et lui pose clairement la question. Connaissez-vous la fin de l'histoire de Juliette et Roméo, du dénommé William Shakespeare? Je ne comprends rien à ce qui se passe, monsieur Lawrence. Mais si vous êtes frère du même nom, alors faites-moi mourir. Est-ce que Bilal a des protocoles de création? Est-ce que Bilal a des figures de création? Est-ce que Bilal commence par le dessin ou par un personnage? Est-ce qu'il commence par un texte ou par une image? Est-ce qu'il commence par un souvenir de lecture? Tiens, je lis Shakespeare et ça me donne l'idée de refaire Roméo et Juliette.
par où commencer? Par où commence-t-il? Je commence quand même par l'écriture. Ça ne m'empêche pas de commencer à dessiner les 2-3 premières images et d'écrire après. Mais en tout cas, le texte reste pour moi antérieur, puisque dans la tête, il l'était. Et alors parfois, sinon, c'est quand il y a une espèce d'inspiration ou un élan, ou que c'est un paquet qui me paraît important, une série de séquences importantes, là, je me laisse aller dans l'écriture. Je déroule. Alors là où c'est intéressant, c'est que le dessin, parfois, beaucoup plus puissant que j'imaginais, ou qui dit des choses que les mots avaient déjà dit. Donc à ce moment-là, moi je reviens et je supprime les mots et je laisse le dessin parler. Et donc c'est en ça qu'il y a cet aller va-et-vient entre la table à dessin et le... C'est pour des choses comme ça, où par exemple une idée, en écrivant, je me dis tout d'un coup, ça c'est formidable, ça peut produire ce dessin, et très vite je vais crayonner le dessin, le mettre en place un peu pour ne pas l'oublier par exemple, et je reviens à l'écriture. Et voilà, c'est Ce qui est beau, c'est ce que nous racontons. Et en plus, ce qui est terrible, c'est que moi, comme Enki, nous avons été nourris par la science-fiction littéraire. On a tout lu, anglo, américain et compagnie. Nous l'avons dessiné, ce futur. Ensuite, cela nous a tellement pris que nous avons recréé notre monde avec la même partition. Et maintenant, nous voyons que les folies que nous avons devinées, ce qui est, je le répète, le rôle de l'artiste, est en train de nous arriver. Et c'est quelque chose qui, quelque part, nous angoisse fortement, quoi. Pour revenir effectivement à l'influence même de la SF, elle vient en grande partie, c'est vrai, de la littérature, donc plutôt anglo-saxonne, mais effectivement, Jules Verne m'y avait préparé. On commence par Bradbury en général, puis après on va vers Asimov, on va vers Van Vogt, on va vers John Brunner, Philippe K. Dick, Zelazny, enfin après c'est sans fin. C'est des mondes qui me faisaient du bien aussi, hein, ça me faisait vraiment rêver, et je ne les trouvais pas totalement déconnectés du réel, d'ailleurs, c'est ça qui me plaisait, c'est que ces aventures, ces histoires étaient vécues par des humains. L'humain est quand même toujours au cœur des sagas de science-fiction fortes et puissantes. Et donc l'humain, ça reste quand même le centre de tout. Alors bien sûr, dans toutes ces références, tout le monde l'a dit sûrement depuis que l'on lit Bilal, il y a une présence centrale qui est celle de Baudelaire. Il y a des personnages de Bilal qui citent carrément du Baudelaire. Nicopole, hein, du fou dans La Foire aux Immortels, ou devenu amnésique dans Fornicateur. Hein. Citer Baudelaire, pour moi, c'était le poète qui a cristallisé ma passion toute nouvelle pour la langue française, que je venais d'apprendre. Et donc, voilà, le temps, j'ai lu des choses plus simples avant puis Baudelaire était sans doute le premier. J'ai dit, mais attends, les mots, là, comment il agence ça, et puis ça veut dire quoi, ça. Donc ça m'a fasciné très vite. Derrière Baudelaire, il y a aussi, j'ai remarqué, beaucoup de grands auteurs classiques. Nietzsche est cité, Théophile Gautier est cité, Flaubert est cité. Mais attention, mon ami, on ne se rencontre qu'en se heurtant, et chacun portant dans ses mains ses entrailles déchirées accuse l'autre qui ramasse les siennes. Gustave Flaubert. En citant, en l'intégrant dans une narration, dans une création, on bonifie la création elle-même. C'est-à-dire qu'on lui donne une couche supplémentaire de sens, on ouvre une porte. Et c'est pas rien, c'est-à-dire qu'on apporte tout le sens de l'artiste cité. Quelque part, il vient enrichir. Donc ça, c'est extrêmement important. C'est pas seulement pour faire joli ou pour... voilà, c'est quelque chose qui est ancré dans le récit, parce que c'est mis à des endroits particulièrement choisis. Le secret pour voyager d'une façon agréable, disait Dostoïevski, consiste à savoir poliment écouter les mensonges des autres et à les croire le plus possible. Vous ne méritez pas que je vous mente. Bilal joue sur les frontières, joue sur les lignes, joue sur les barrières, joue sur tout ce qui fait ligne de passage, hein, qu'elle soit politique, les frontières d'un pays, mais qu'elle soit cette ligne, par exemple, cette ligne qui sépare la peau, enfin le corps du personnage du reste. Hein. Chez Bacon, vous avez un dessin et tout d'un coup, le corps, comme si Bacon, au moment où la peinture n'est pas sèche, avait passé un chiffon pour effacer les frontières entre le corps et le non-corps. Et cette
philosophie du travail sur les frontières, qui me paraît centrale chez Bilal, se manifeste plastiquement par cette technique du brouillage des lignes et des frontières, ce que fait Bacon, mais ce que fait aussi Bilal. Ça se retrouve sur le plan des figures de rhétorique, c'est-à-dire au plus près du texte lui-même de Bilal, l'oxymore, qui est aussi une forme de brouillage, de travail sur les frontières, mais pour mettre ensemble, juxtaposer des choses qui ne vont pas. Vous voyez, le mélange des sports, chess-boxing. Bon, encore le brouillage d'une frontière, puisque Dieu sait si un sport, c'est un ensemble de règles précises. Puis voilà qu'on abolit la frontière entre les échecs et la boxe et on fait un hybride. Vous allez être, vous ici, les témoins du premier officiel chess boxing show in France. Round 1, chess. C'est la prétention extrême, suprême d'un personnage qui m'a amené à ça, donc le personnage de Frey-Cotter, où il se disait, voilà, moi je suis le plus grand, le plus beau, le plus intelligent et le plus fort. Donc, quelle est la meilleure manière de briller? Je pensais à ce moment-là à ce sport qui mènerait à la fois l'intelligence suprême et en même temps la force physique, mais pas seulement, pas le lutteur, pas le catcheur, mais le noble-art, la boxe. C'est en soi, finalement, un sport grotesque. Round 5, chess. Mais avec le fait qu'il existe maintenant, on se rend compte que ça n'est pas grotesque du tout. J'ai trouvé ça trop drôle. J'ai trouvé ça totalement fun. Totalement fun, mais en même temps avec le côté donc très fort, un peu brutal du boxing, et avec le côté totalement à l'intérieur du cerveau pour l'échec, de faire un mélange de ça. Et que la même personne retrouve effectivement son cerveau intact après 3 minutes de boxe. Leonid Granit Chernabayev. J'ai terminé le récit, tous les dessins. Il y a des trous maintenant en peinture. Il faut peindre. Il faut revenir en arrière, ce qui est extrêmement désagréable. Bon, par exemple, là, tout ça, c'est pas fait. Mais là, par exemple, on m'a vu travailler là-dessus, sur cette image-là. Donc, je l'ai déjà monté. Je vais remonter ça, comme ça. En fait, ça, c'est comme un gabarit. En fait, c'est une forme de... Alors, tout ça, c'est à peindre. Quand je fais défiler comme ça me terrifie, parce que je me dis, c'est pas possible. J'ai laissé autant de trous que ça. Un artiste contemporain, même s'il est passionné par la bande dessinée, même si nous avons été nourris par cela, il faut que nous soyons multiculture. Il est un des rares à le faire. C'est très important. Alors, il ne faut pas que je montre la fin. Est-ce que je sais ce que c'est que d'être peintre, d'être auteur de bande dessinée, écrivain, réalisateur? Je pense que je sais que je suis moi-même et que j'assume lorsque je me trouve confronté à une toile, à une page blanche pour dessiner, pour écrire. Je fais venir toute mon énergie sur le projet que je dois réaliser. Tout ça, ce sont des expériences, ce sont des étapes qui me permettent de rester ce que je suis. Je veux dire, essayer d'être disponible le plus possible pour ma passion. Alors ma passion, effectivement, il se trouve qu'elle est un temps, elle peut se trouver dans la peinture, un temps dans le cinéma, un temps. Mais ça, c'est une chance exceptionnelle. Donc j'en suis parfaitement conscient d'avoir cette chance énorme. Et en même temps, j'en profite le plus possible pour créer.